Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer d'abord par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. On voit ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Benoît. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va reprendre les bases et on va reprendre en main sa cybersécurité. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment développer la prise de confiance chez les jeunes afin qu'ils puissent porter leur voix et leurs idées en toutes circonstances, et ce tout au long de leur parcours personnel et professionnel. Et bien voilà quelques-unes des questions qu'on va poser à notre invité parce que c'est son expertise. Alicia Izard, bonjour. Bonjour Philippe. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes la directrice générale d'Eloquentia. On en parle dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein des foyers, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran, qui invite évidemment à un usage maîtrisé du numérique dans les familles. Et on regarde ce nouvel épisode. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Moi. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là, c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo? Carrément. Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Des joutes oratoires longtemps réservées aux facs de droit et aux instituts d'études politiques ont franchi ces dernières années les portes d'autres facultés, des écoles de commerce, d'ingénieurs et même des lycées. Alors entre argumentation, qualité d'expression et d'écoute, engagement ou encore confiance en soi, les vertus pédagogiques, vous allez le voir, sont nombreuses. Et on en parle avec notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, donc, à nos côtés pour en parler, Alicia Izard, la directrice générale d'Eloquentia. Alors, Eloquentia, ça parle à beaucoup de jeunes, mais pas forcément à leurs parents, à leurs grands-parents, celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Est-ce que vous voulez bien nous présenter, peut-être en guise de première question introductive, ce que c'est qu'Eloquentia ? Avec plaisir, Philippine. Alors, Eloquentia, nous sommes une association d'intérêt général qui a été fondée en 2012 par Stéphane de Freitas, qui est un artiste, réalisateur et serial entrepreneur dont le fil rouge de l'activité est l'engagement et notamment le lien entre les personnes. Et donc, notre vocation aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes à prendre confiance en eux, à se révéler à eux-mêmes et aux autres et surtout à s'émanciper par la prise de parole. Donc, on le fait aujourd'hui à travers deux grandes activités. D'une part, des parcours pédagogiques de prise de parole éducative en milieu scolaire ou auprès de publics spécifiques, et puis des concours dédiés à la prise de parole, dédiés aux jeunes lycéens ou jeunes adultes. Alors, deux activités, effectivement, dont on va parler dans un instant. On comprend Eloquentia beaucoup de valeurs aussi, de respect, d'écoute, etc. L'enseignement de la prise de parole a disparu à l'école depuis la fin du 19e siècle, en gros, et Stéphane de Freitas, le fondateur d'Eloquentia, a créé une pédagogie, une sorte de voyage à travers 5 matières, compétences clés comme la rhétorique ou l'expression scénique pour développer justement, vous l'avez dit, chez les enfants, la créativité, la respiration ou encore l'aspiration personnelle et professionnelle. Pédagogie dont les clés sont données dans ce livre que j'ai à mes côtés, Porter sa voix. L'art oratoire, Alicia, c'est donc bien plus que juste savoir bien parler ? Absolument. Aujourd'hui, l'art oratoire, c'est aussi montrer aux jeunes, tout d'abord, vous parliez de nos valeurs,
qui sont très importantes, fondamentales. On travaille avec nos jeunes le respect, l'écoute active et la bienveillance. C'est aujourd'hui pour nous le socle qui permet une prise de parole, un cadre propice, sécurisant pour que les jeunes puissent s'exprimer. C'est aussi apprendre à être en congruence, en authenticité, et donc ne pas forcément être le meilleur orateur selon des codes prédéfinis, puisque vous l'aurez compris, on essaie de casser les codes de leur oratoire, mais de permettre à tous de s'exprimer et d'avoir une parole libre, authentique, engagée, au service d'un projet de société. Donc ça veut dire que l'éloquence, en fait, ça s'apprend. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, Absolument. dans un film aussi, dont on va parler dans un instant, mais ça s'apprend. Absolument. Nous, on mène des parcours pédagogiques, comme je vous le disais, en milieu scolaire, où on va travailler avec les jeunes sur le temps scolaire, en lien avec l'enseignant, selon des parcours de 10-12 heures, 20 heures jusqu'à 28 heures, parfois avec un concours à l'issue ou une restitution, en classe, en interclasse, en intercollège parfois, ou jusqu'au niveau départemental, régional. Et évidemment, cela s'apprend. C'est montrer aux jeunes que chacun va pouvoir prendre la parole, pas forcément de la même manière. Chacun va pouvoir développer un style bien à soi. Parfois, ça va être plutôt dans le slam, une écriture créative, parfois dans des modes d'expression plus classiques, de plaidoirie par exemple, mais en fait toutes ces manières de prendre la parole sont légitimes, ont leur place. Voilà. On dit souvent aussi, Alicia, que ce sont les plus timides qui font les meilleurs orateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les plus timides vont avoir davantage de travail à faire pour prendre la parole. Ça va être un exercice compliqué pour eux, donc ils vont se préparer. Et la préparation, c'est une partie de la réponse à la question. Mais aussi et surtout, les plus timides vont souvent travailler davantage la réflexion et donc créer des arguments, une articulation de la réflexion qui va être plus importante que ce qu'on appelle les beaux parleurs, qui vont être plus dans un effet de style, un effet d'annonce. Donc plus dans la forme que sur le fond, c'est ça ce que vous nous dites? Exactement. En fait. Et donc finalement, les plus timides vont pouvoir se révéler aussi par la réflexion qu'ils auront travaillé en amont et leurs arguments. Merci. Benoît, est-ce que vous connaissiez Eloquentia ? Non, je ne connaissais pas Eloquentia, mais par contre, je suis très intéressé par le sujet à titre personnel, notamment parce que ma fille va passer le brevet des collèges prochainement. Et voilà, elle est comme son père, elle est assez timide. Ça ne se voit pas. Quand vous êtes en plateau, je vous jure que ça ne se voit pas. Peut-être que l'adage se révèle. Et effectivement, je travaille beaucoup et je compense cette timidité par... je l'espère, de la qualité et de la volonté de faire un bon travail. C'est important pour les jeunes aussi de prendre la parole. Est-ce que votre fille, justement, elle essaye de s'entraîner elle n'est pas encore à l'étape de passer son grand oral qui a lieu au baccalauréat cette année, mais est-ce qu'elle fait peut-être du théâtre? Est-ce qu'elle essaye de vaincre cette timidité? Alors, elle essaye de la vaincre. C'est surtout nous qui essayons de l'emmener vers cette prise de parole. Mais je trouve surtout que l'éducation nationale, par rapport au moment où moi j'ai fait mes études, apporte beaucoup plus d'opportunités, de liberté d'expression. Et ça, c'est formidable parce que surtout pour elle qui est timide, on le voit dans la vie professionnelle, elle aura besoin de cette prise de parole. Donc, l'éducation nationale l'aide plus que j'ai l'impression d'avoir été aidée. Vous travaillez justement, Alicia, avec l'éducation nationale. Vous disiez que vous étiez dans un certain nombre d'écoles, de lycées, de collèges en France. Ça représente quoi aujourd'hui? Oui, absolument. On travaille énormément avec le corps enseignant. Et aujourd'hui, ça représente plus de 10 000 heures de parcours pédagogique par an. Donc nous, on commence au CM1, CM2, donc le cycle 3, énormément en collège et également nous intervenons en lycée et dans les universités. L'idée pour nous, c'est de mener ces parcours de prise de parole éducative en lien avec le corps enseignant, toujours sur le temps scolaire et toujours en collectif puisque notre pédagogie Porter sa voix est éminemment ludique. Donc le but, c'est vraiment de ne pas travailler la prise de parole dans son coin, mais vraiment de créer par le collectif une capacité à échanger, à dialoguer, à argumenter et donc à travailler son éloquence. Et pour rendre accessible justement cette pédagogie au plus grand nombre, vous avez aussi développé la plateforme pédagogique digitale Eloquentia, une plateforme qui s'adresse aux enseignants et en plus elle est gratuite. Vous nous en dites plus? Absolument. Aujourd'hui, on travaille sur le terrain en présentiel avec plus de 300 établissements partenaires, essentiellement en Île-de-France, mais aussi en région PACA où nous avons une antenne à Marseille et qui nous permet de rayonner sur tout
tout ce territoire. Mais au-delà de ça, et notamment avec le film à voix haute, La force de la parole, qui nous a révélé au grand public, on a eu énormément de demandes, un gros appel d'air de parents, d'enseignants, de proviseurs qui souhaitaient qu'on puisse intervenir dans ces classes, mais dans des bassins où on n'est pas implanté. Donc le but de cette plateforme pédagogique digitale, c'était vraiment de mettre notre pédagogie au service des enseignants, au service du plus grand nombre, notamment dans des territoires isolés. Donc ça peut être des territoires ruraux, périurbains ou ultramarins, afin que l'enseignant en fait se saisisse de nos contenus, de notre pédagogie et puisse ensuite travailler en classe avec les élèves, toujours de manière ludique, toujours de manière collective. On pousse les tables et les chaises et on fait du porter sa voix. Et en plus, c'est gratuit, c'est merveilleux. C'est une pédagogie aussi qui a fait ses preuves, vous l'avez dit, qui a fait l'objet d'un film à voix haute, un film que je crois qu'on peut dire absolument poignant, où l'on suit des jeunes se préparant à un concours d'éloquence. C'est justement grâce à ce socle pédagogique qu'on peut dire solide, puisque vous en avez fait un livre, un film, une plateforme pédagogique aussi. Vous êtes diffusé aussi partout dans le monde, aujourd'hui, avec 36 antennes. C'est ça qui fait votre succès ? Oui, absolument. Alors, effectivement, nos concours, c'est l'autre dimension de nos activités. D'une part, la formation, d'autre part, les concours. On en a deux aujourd'hui. Un concours dédié aux jeunes lycéens, partout sur le territoire français, mais aussi ultramarin, en partenariat avec HEC. Donc un partenariat dont on est très fiers. Et donc le concours a été renommé Eloquentia at HEC, puisque chaque année, on va proposer à des jeunes sélectionnés, une centaine, sur candidature, sur motivation, de se retrouver pendant plus d'une semaine sur le campus de Joué-en-Josas, le campus d'HEC Paris. Une semaine, ah ouais. Une semaine pour travailler la prise de parole. Donc vous le disiez, la rhétorique classique, l'expression scénique, l'écriture créative avec du slam, de la poésie, les techniques vocales et de respiration, mais aussi et surtout ce volet d'aspiration personnelle et professionnelle. Parce que le tout n'est pas de prendre la parole, mais de savoir ce qu'on a envie de dire au monde et de révéler de soi. Et notamment, HEC nous accompagne également sur la partie découverte de l'enseignement supérieur et du monde des grandes écoles, qui est souvent une révélation, une vraie découverte pour ces jeunes. Donc ça, c'est notre premier concours. Et le deuxième, qui est aussi notre vitrine et dont on est très fiers, c'est un concours dédié aux jeunes adultes de 18 à 30 ans, qui est ouvert à tous les jeunes. Il suffit qu'ils résident ou étudient dans un territoire où Eloquentia a implanté un concours. Donc aujourd'hui, il y en a 36, 27 territoires en France et 9 dans les pays francophones. N'importe qui peut candidater ? Exactement. Il faut avoir entre 18 et 30 ans, démontrer sa motivation et résider sur le territoire en question. Et donc pour les pays francophones, on est aujourd'hui au Togo, en Algérie, en Suisse, au Canada, au Bénin, à Madagascar. Donc complètement vraiment, il y a un engouement de ces jeunes. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces concours, ils sont portés par des jeunes de 18 à 30 ans. Ils vivent grâce à eux, puisque ce sont des équipes bénévoles qui portent ces antennes sur le terrain et sans qui ces concours ne pourraient pas exister dans l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Mais justement, Alicia, ce que je vous propose, c'est de continuer à parler dans un instant de cet engouement des jeunes pour la prise de parole, pour l'oral aussi dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. In Singapore, there is no trash. Every day, over 2,400 trucks collect all the garbage and dump it in the bunker. There are 4 waste incineration plants across the country to burn trash 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. The fire burns the trash in these factories, and the heat generated from this process becomes electricity to light up homes. The toxic smoke is filtered out and becomes super clean. The remaining ash, which they call new sand, is taken to a man-made island, which they soon plan to use for non-structural construction like pathway bricks.
I'm popping tags. I can see both sides with you around. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Alicia Izard, la directrice générale d'Eloquentia. Alicia, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grudenwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, avec vous aujourd'hui, on va revenir aux bases parce que vous avez sélectionné pour nous des gestes essentiels pour prendre ou reprendre la main, parfois reprendre en main sa sécurité sur Internet. Alors d'où viennent justement ces interrogations? Et je trouve que je rencontre un certain nombre de personnes, à la fois des personnes qui sont aficionados de la technologie, d'autres qui ne le sont pas, et qui se posent beaucoup de questions quant au premier geste pour pouvoir augmenter son niveau de maturité et comment faire pour avoir une bonne hygiène en cybersécurité. Alors pour vous, et vous nous le dites régulièrement, la gestion des mots de passe c'est le plus important. Pourquoi justement? Eh bien parce que le mot de passe c'est le Graal, c'est ce qui va ouvrir la porte vers notre vie numérique, à la fois les réseaux sociaux, mais également la messagerie, les comptes Netflix, bref, tout ce qui fait que l'on existe ou pas sur Internet. Alors vous m'avez dit en préparant cette chronique tout à l'heure qu'il fallait oublier ces mots de passe. Est-ce que c'est pas un tout petit peu contre-intuitif comme premier conseil? Oui, effectivement, c'est contre-intuitif pour deux raisons. La première, c'est qu'on oublie ces mots de passe parce que le mot de passe, c'est compliqué à retenir, c'est long, c'est différent pour chaque site, normalement, bien entendu. Et donc, en fait, on va remplacer le mot de passe par une phrase de passe. On va se dire, par exemple, je suis aujourd'hui à School TV avec Philippine. Voilà, ça doit remplacer un mot de passe. C'est facile à retenir, c'est complexe pour un ordinateur. Ça ne peut pas être facilement deviné par l'intelligence artificielle, ni par ce que l'on appelle une attaque par dictionnaire, c'est-à-dire agréger différents mots du dictionnaire pour pouvoir deviner le mot de passe. Par exemple... une date de naissance, quand on a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps, ou le nom de son animal de compagnie. Bon, on entend en tout cas les attaquants parler aussi de bourrage d'identifiant. Ça veut dire quoi? Alors le bourrage identifiant, en anglais, ça s'appelle credential stuffing. C'est justement de partir de beaucoup de fuites de données qui arrivent malheureusement, on les voit dans l'actualité, et ces fuites de données vont permettre d'agréger les identifiants. Alors parfois il n'y a que les logins, parfois il y a les mots de passe. Et ces attaquants vont utiliser cette combinaison, login mot de passe, avec des outils complètement automatiques pour aller tester sur les différents réseaux sociaux ou sur les différentes applications le login, qui est bien souvent notre adresse email, et le mot de passe. Bon, alors je vais passer tous mes mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe, je crois, dès ce soir. En tout cas, quelles sont les fonctions importantes qui pourraient me simplifier la vie aujourd'hui? Eh bien, dans un gestionnaire de mots de passe, il y a bien entendu une fonctionnalité qui est importante, c'est celle que l'on vient d'évoquer, c'est celle qui va aller scanner ce que l'on appelle le dark web, donc l'internet sombre, à la recherche des fuites de données et vérifier que nos identifiants ne sont pas fuités. Et dans ce cas-là, il faudra modifier son mot de passe. Et finalement, c'est un des conseils que l'on peut donner aussi, c'est ça ne sert à rien de changer son mot de passe tous les 6 mois. S'il n'a pas fuité et que c'est une bonne phrase, eh bien, il fonctionne très bien, il est tout à fait sûr. Bon, alors est-ce que c'est pas non plus un peu dangereux de mettre tous ces œufs, quand je parle d'œufs, c'est effectivement ces mots de passe dans le même panier, Benoît? La sécurité, c'est avant tout un équilibre, c'est-à-dire que l'on doit choisir entre la meilleure solution qui va nous apporter la plus grande facilité. Si on écrit tous ces mots de passe parce qu'on a choisi d'avoir des mots de passe différents, ce qui est une bonne chose, dans un fichier Excel ou dans un fichier Word et qu'on le laisse sur son ordinateur ou son smartphone, eh bien en fait, on va être dans un déséquilibre total entre l'utilisation et la sécurité. Donc il vaut mieux avoir un coffre-fort numérique dans lequel on met tous ses œufs,
tous ces mots de passe, et lui va se charger de les garder en sécurité et surtout de les rentrer à notre place dans les différentes applications que l'on va avoir à saisir. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple et assez révolutionnaire. Bon, authentification forte, est-ce que c'est un repart supplémentaire, mais quand même assez compliqué ou pas du tout? Eh bien, aujourd'hui, l'authentification forte, c'est forcément quelque chose que l'on doit mettre en place, surtout si le site le propose. Et c'est très simple parce qu'en fait, on a l'habitude, quand on paye par carte bancaire, de recevoir un code à 6 chiffres que l'on va rentrer pour bien s'assurer que c'est nous qui sommes derrière la transaction et non pas quelqu'un d'autre. Et finalement, l'authentification forte, c'est la même chose, sauf que c'est utilisé très peu parce que, au final, si on repense à notre semaine, combien de fois est-ce qu'on a rentré un login et un mot de passe et donc que l'on aurait dû rentrer ce fameux code à 6 chiffres? Eh bien, généralement, c'est très peu, voire zéro. En tout cas, pour moi, sur la semaine dernière, ça a été zéro. Donc, l'authentification forte n'aurait même pas été activée. Et c'est quand même bien plus sécurisé, notamment pour les achats en ligne. Ça, je suis bien d'accord. Votre second conseil, en tout cas, concerne non pas l'accès aux données, mais leur disponibilité. Là, on va parler de sauvegarde avec vous. Il y a de nombreuses raisons de sauvegarder ces données. Oui, effectivement, parce que on a, bien entendu, moi, dans mon métier, des formations professionnelles, je pense à la cybercriminalité comme raison numéro 1 pour ne plus avoir accès à mes données, à mon smartphone, à mes informations. Mais il existe le vol, la perte, la casse de ces appareils, surtout qu'aujourd'hui, notre smartphone, par exemple, va contenir l'intégralité de notre vie privée, voire professionnelle. Donc, il faut faire en sorte que celui-ci soit toujours disponible. Alors, c'est quoi justement la meilleure manière pour sauvegarder ces données, Benoît? Eh bien, pour sauvegarder ces données, on va évidemment penser au cloud. Donc, dans notre smartphone, il y a forcément, si c'est Google ou Apple, il y a forcément une solution de sauvegarde gratuite pour commencer et puis payante si on a beaucoup de données à sauvegarder. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que l'on a vu des services cloud qui s'arrêtaient. Parfois même, on paye pour des services cloud, mais il se trouve que ça peut ne pas être rentable, ça peut être obsolète. Donc, le fournisseur de services numériques décide de l'arrêter. Et là, si on n'a que le cloud, eh bien, on se retrouve sans aucune solution de sauvegarde. Donc, le mieux, c'est d'avoir une technique qu'on appelle 3-2-1. Et cette technique, c'est 3 fois une sauvegarde de ces données dans 2 lieux différents et sur 2 supports différents. Par exemple, le cloud peut tout à fait être une solution. Un disque dur que l'on connecterait à son ordinateur. Et ensuite, et c'est important parce que les nouvelles attaques sont des attaques qui vont chiffrer les données, ce qui veut dire qu'ils vont nous les rendre indisponibles, eh bien c'est de déconnecter une dernière sauvegarde pour au cas où qu'elle ne soit, elle, jamais atteinte. Votre prochain conseil, là aussi, et c'est en lien avec tout ce que vous nous avez dit, c'est le fait de prendre soin de ces appareils. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, d'abord, d'en prendre soin au niveau physique, c'est-à-dire on va lui mettre une coque, ça peut sembler évident, mais lui mettre aussi un filtre de confidentialité pour éviter que si jamais on est dans le train et que justement on se dit, tiens, je vais passer une commande sur un site, je me retrouve avec quelqu'un qui va regarder ce qui se passe sur mon ordinateur. Et la partie physique, c'est pas la seule dont il faut se préoccuper? Non, il faut mettre à jour ses logiciels, mettre à jour ses applications et faire en sorte de ne pas installer d'applications gratuites trop gourmandes et trop intrusives sur notre smartphone. Alors, pour terminer, Benoît, on va aborder avec vous le sujet de la présence sur Internet. On peut, voire on doit, avoir plusieurs profils. Qu'est-ce que vous entendez par là et est-ce que c'est compliqué? Alors, ce n'est pas compliqué et c'est d'ailleurs un conseil qui vient de cybermalveillance.gouv.fr, c'est de séparer les usages pro et perso. Et donc, ça commence par une adresse email. Si jamais je vais commander dans un magasin ou en ligne, je vais utiliser une adresse particulière. Et si je discute, par exemple, avec l'administration fiscale, en ce moment c'est le cas, eh bien, je vais avoir une deuxième adresse. Ce qui fait que si je reçois sur mon adresse avec laquelle je discute avec ma famille ou l'administration un email qui me dit hey, vous avez un colis qui est en attente, vous devriez cliquer ici et pourquoi pas payer pour le recevoir, eh bien, je vais savoir tout de suite que c'est du spam et de l'hameçonnage parce qu'en fait, ce n'est pas l'adresse que j'utilise pour mes commandes. Ça veut dire que mon entreprise ou mon administration, elle doit fournir le matériel nécessaire? Alors, dans l'idéal, oui. Mais quand on est dans des petites entreprises ou dans certaines administrations, parfois, on veut soi-même bien faire et travailler, par exemple, à la maison. Eh bien, il faut, dans ce cas-là, pouvoir bien dissocier les deux. Si on a un ordinateur, eh bien, on va créer 2 comptes sur l'ordinateur, un compte pro, un compte perso, même si c'est son propre ordinateur. Et on peut faire la même chose sur son smartphone, surtout sur Android. Tous les conseils de Benoît Grunewald, justement, pour sécuriser nos vies et nos outils sur Internet. Merci infiniment, Benoît, pour votre chronique. Et puis, nous, on continue à parler de l'engagement des jeunes, justement, et puis de leur intérêt, de leur attrait aussi, pour l'oralité, ensemble dans la deuxième partie du talk.
Et on continue de parler de ce sujet passionnant avec notre invitée Alicia Izard, la directrice générale d'Eloquentia. Alors effectivement, ce sujet de l'oralité dont vous avez fait votre expertise chez Eloquentia, vous en avez fait aussi votre pédagogie dans ce livre « Porter sa voix » de Stéphane de Freitas. C'est aussi une compétence clé de la vie professionnelle. Savoir s'exprimer, ça reste déterminant, à commencer d'ailleurs par l'entretien d'embauche. L'éloquence, c'est une compétence qui est de plus en plus recherchée aujourd'hui dans les entreprises, une compétence qui se valorise aussi peut-être lors de son parcours à la fois scolaire, étudiant et puis ensuite professionnel. Absolument. Ouais. Notre conviction, c'est que la prise de parole, en fait, on la convoque dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit la sphère privée, notamment dans une dimension d'engagement personnel, de relation avec les autres, mais aussi dans une future insertion ou une évolution professionnelle. Et on a tendance à penser aux métiers où la parole est plus souvent convoquée, mais des personnes qui travaillent sur le terrain, sur des métiers manuels, en fait, ils vont devoir utiliser aussi la parole, et notamment dans une dimension commerciale plus tard. Donc c'est très important aussi de la travailler dans ces cas-là. Et puis c'est aussi, on le disait, un creuset du vivre ensemble. Donc c'est aussi la parole comme un levier pour favoriser un dialogue apaisé et une société du vivre ensemble. La parole aussi pour encourager les jeunes filles peut-être à prendre la parole dans des métiers dans lesquels elles n'ont pas forcément la même place que les garçons. Est-ce que vous, dans vos différents programmes, notamment dans les écoles, vous avez autant de filles que de garçons ? Absolument. Alors, quand on intervient en milieu scolaire, ce ne sont pas des élèves volontaires, donc on prend les classes telles qu'elles sont et avec des filles, des garçons. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un travail de la prise de parole en mixité, ce qui n'est pas forcément une évidence dans les classes aujourd'hui. Les garçons, les filles peuvent parfois avoir du mal à se mélanger, donc c'est un très bon moyen de travailler sur ces sujets de mélanger genre, de mixité. Et puis, dans nos concours, on remarque qu'il y a davantage de jeunes filles, de jeunes femmes qui veulent travailler la prise de parole aujourd'hui. Dans nos programmes, ce sont 55% de jeunes femmes contre 45% de garçons, que ce soit sur le concours des lycéens ou le concours pour les jeunes adultes. Donc ça, c'est plutôt très encourageant, notamment quand on sait que les femmes aujourd'hui sont de plus en plus représentées dans les médias, mais ont un temps de parole beaucoup plus limité que les hommes. Donc il y a encore beaucoup à faire et on y travaille. Alors, qu'est-ce qui fait justement un bon orateur, Alicia, selon vous ? Alors pour nous, un bon orateur, c'est avant tout une personne qui sait écouter. Et on n'y pense pas forcément tout de suite, mais c'est vraiment un socle de la pédagogie qui a été posé par Stéphane de Freitas. L'écoute active, et notamment dans nos ateliers, on travaille beaucoup la culture du feedback. Donc il faut une écoute active chez les jeunes pour pouvoir s'entraider, se donner des conseils, entendre également ce qui leur sont donnés et puis passer un petit peu au-delà de ses biais, de ses convictions pour travailler ce qui doit l'être. Donc vraiment, l'écoute active, c'est très intéressant, important, et on a notamment travaillé un programme spécifique qui s'appelle 1001 écoutes, qu'on est en train d'expérimenter actuellement à Marseille en lien avec la Fabrique du Nous sur ce sujet de l'écoute, et de montrer que l'écoute, elle est omniprésente, mais trop peu valorisée, notamment dans des carrières professionnelles. On pense toujours au métier d'avocat, à l'avocat beau parleur finalement, mais en fait un bon avocat, c'est d'abord quelqu'un qui sait écouter un prévenu. On le voit aussi dans les métiers de commerciaux. Un bon commercial, c'est pareil, il faut d'abord qu'il écoute les besoins du client. Donc l'écoute est fondamentale, et je dirais que la deuxième chose qui compte énormément pour nous et qu'on travaille beaucoup, c'est l'authenticité, c'est la congruence. Un bon discours, et pas forcément le meilleur discours, mais un bon discours, celui qui va toucher les gens, c'est un discours qui vient des tripes, et un discours où on va aligner la tête, le cœur et ce qu'on a au fond des tripes. Donc c'est ce que l'on cherche à travailler avec les jeunes. Alors vous nous avez dit tout ça sur ce qui fait justement un bon orateur, les émotions, le fond indissociable de la forme aussi. Vous le savez, les jeunes ont une désaffection du langage politique, un langage qu'on peut considérer comme un peu creux, avec des formules toutes faites, des éléments de langage. Ça, c'est aussi ce que dit Bertrand Perrier, grand avocat spécialiste de l'art oratoire, qui part à la rencontre des jeunes aussi via Eloquentia et que vous connaissez bien. À l'approche, Alicia, des élections européennes, là, dans quelques semaines, est-ce que les politiques n'auraient-ils pas besoin d'un petit peu justement de cours d'éloquence, peut-être avec Eloquentia, pour apprendre à convaincre et à un petit peu mieux mobiliser les jeunes aujourd'hui ?
En effet, alors les discours politiques, nous, on les utilise beaucoup dans nos programmes parce que souvent, ils nous offrent un très beau panel, parfois un florilège d'exemples de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, ce qui est très troublant aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus de discours politiques qui sont extrêmement maîtrisés, avec des éléments de langage qui sont millimétrés, mais très peu de choses dans les yeux. Et donc, c'est toute cette question de l'authenticité, de la congruence, d'avoir des gens qui croient en ce qu'ils disent. Je pense que c'est un travail qui va... Il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un petit peu de boulot à ce niveau-là. Et en tout cas, je pense que c'est à cause de ça qu'on perd une partie des personnes aujourd'hui qui n'ont plus l'envie d'aller voter. Donc, on se tient à disposition des politiques peut-être pour faire du mentorat inversé avec les jeunes du réseau Eloquentia. Le message est passé en tout cas. Merci infiniment Alicia Izard d'avoir été parmi nous aujourd'hui, directrice générale d'Eloquentia, une superbe association vraiment que je vous recommande vivement. Merci aussi à notre chroniqueur du jour, Benoît Gruneval, pour vos conseils avisés. Merci à vous de nous avoir suivis aussi et d'être toujours aussi fidèles. Et puis comme tous les jours, vous le savez, rendez-vous dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.